tout de suite cette revue avec les news de Air Fighters. L'idée, c'est que je présente le subreddit donc à chaque semaine pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'est le subreddit, de quoi on parle, etc. Ce sera essentiellement des posts évidemment en anglais. Et je les traduirai à la volée sans aucun souci pour les gens qui ont un petit peu du mal avec l'anglais. Et aussi, je parlerai de mon opinion et de ce que je pense du débat lancé ou de la question lancée que je viens de piquer sur Air Fighters. Je commence toujours par un petit fan art sympa. Alors, ce qui est sympa avec Morgan, c'est que c'est un peu la mascotte du subreddit. Professeur Morgan est toujours là à nous conseiller des petites choses. Là, elle dit que les tier lists ne comptent pas, sauf si on est code like. Si je fais un petit voilà, le spanning n'existe pas, il n'y a que du zoning, etc., etc. On a 4 messages différents. On devrait en avoir plus, mais on va en mettre plus avec des dessinateurs dès que j'aurai trouvé des dessinateurs intéressants pour pouvoir faire les posts. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent ici la notion de dead game, la notion de dire qu'un jeu est mort à partir du moment où il n'y a personne en ligne. Les dead games sont considérés comme encore fun. Pourquoi est-ce que les gens les bafouent et les traitent comme si c'était des jeux injouables? Un jeu qui n'a pas forcément une communauté online présente et énorme ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Et c'est ce que le post essaye de dire. Donc ça, j'approuve à 300%. Les jeux tels que Melty Blood, un peu Under Light in Birth, plein de jeux en France malheureusement, parce qu'on a l'habitude de jouer le top 3 en France. Et il y a un terme qui revient souvent que je déteste. Si j'arrive à le voir sur les commentaires, j'arrive pas à le voir tout de suite, mais je peux le chercher directement. Voilà. Je vais le surligner pour vous. Le terme Discord Fighters, je déteste ce terme. Je hais ce terme. En gros, le terme Discord Fighters, c'est de dire si on ne peut pas avoir de match directement dans le mode classé ou le mode non classé du jeu, on est obligé de passer par Discord pour trouver des joueurs. Basiquement, c'est de dénigrer un jeu qui te force à passer par la communauté pour pouvoir jouer des parties en fait. Ben oui. Tu passes par la communauté. Tu passes même par la communauté pour jouer à Street 6 et pour Tekken 8. Si tu veux réellement devenir fort, tu ne vas pas passer l'intégralité de ta vie au ranked. Tu vas trouver des gens avec qui t'entraîner, des training partners, qui vont être sur les Discord, qui vont être sur les salons, les groupes Facebook, les salons Steam, et plein de salons dans le genre, même les communautés. Alors là, ça n'existe plus malheureusement sur Xbox, mais sur PlayStation, mais ça existe encore sur Xbox. Ça s'appelle des clubs. Mais tout ça existe encore, si vous voulez. Donc, en quoi ça rend un jeu complètement injouable et nul et dénigrable qu'on est obligé de passer par la communauté pour pouvoir jouer un jeu, pour pouvoir jouer à des parties dessus? J'ai jamais aimé ce terme, je l'ai jamais trouvé logique. Et c'est ce genre de choses que je dénonce. Les fameux Discord Games ou les Discord Fighters, ça c'est un nom parce que on n'a pas l'habitude en fait de parler on parle des Discord Fighters en disant à partir du moment où il y a un jeu qui n'a pas de ranked, c'est un jeu mort. Où il n'y a pas assez dans le ranked, c'est un jeu mort. Mais on ne fait pas l'inverse en fait. On ne discute pas du problème qu'est un jeu uniquement axé sur le ranked. Que j'appellerais personnellement les ranked fighters. Street 6, Tekken 8, etc. Ces jeux-là n'ont aucun autre intérêt à part
essayer d'avoir son petit logo ou sa petite plaque virtuelle en dessous de son prénom, en dessous de son tag. Ce qui a d'intérêt que si on s'entraîne réellement sur le jeu. Si on joue juste pour pouvoir avoir le maximum de rank possible, ça n'a aucun intérêt. On ne connaît pas énormément le jeu si on fait ça. Donc ça, c'est le genre de choses que je dénonce. Et je suis entièrement d'accord avec le posteur en disant oui, un jeu qui est entre guillemets mort n'est pas nécessairement un mauvais jeu. Voilà. C'est l'idée de ce débat-là. Alors, quelles sont vos meilleures expériences sur la FGC? Ça, il y a plein de gens qui ont partagé des expériences sur des locales de Melty Blood, des vieux majors qui deviennent carrément des réunions familiales avec plein de monde que tu commences à avoir et ce genre de choses. Les cris énormes. Personnellement, moi, un des meilleurs moments que j'ai vécu dans ma vie de joueur de jeux de combat, c'est à Vienne. C'était pendant le Viennality. Et c'était pendant le tournoi, si je ne me trompe pas, c'était Injustice 2. La victoire de Reza sur MKX, c'était cool aussi. La scène était électrique. Il y avait beaucoup de monde qui gueulait. C'était vachement cool à entendre et à voir. T'avais vraiment l'impression de faire partie d'une scène cool. T'avais les participants nord-américains, surtout les Canadiens comme Onebi et Biohazard et d'autres participants comme Ayatei qui sont venus et directement quand il y avait des Européens devant eux, on gueulait Hey you! Hey you! Et c'était vachement cool. Espèce de support qu'il y a avec la scène, et puis ça, évidemment, ça fait écho au USA qu'on entend souvent chez les Américains quand il y a des étrangers qui sont un peu malmenés et battent par des Américains locaux. Donc c'est de cool. Moi j'aime bien ce genre de discussion parce que ça met en avant les bons côtés de la communauté et pas nécessairement les mauvais. Je serai pas au Red Bull Comité, peut-être en spectateur, je verrai. Je suis sur Paris, donc je pourrais être là en tant que spectateur, mais bon. Si je devais, enfin, là, je vais faire le HFS Summer en mai, et c'est plus important pour moi, quoi. Et si je me trompe pas, le Red Bull Comité tombe le moment où je vais devoir aller voir mes parents. Si je me trompe pas. Après, c'est balèze le Red Bull Comité, hein. C'est un événement super, hein. C'est juste que c'est pas trop ma cam. 10e anniversaire, oui. 5 et 6 avril 2025. Normalement, je serais rentré avant. Ouais, je suis de Paris, ouais. Je suis de Paris. Ouais, je suis de Paris. Je suis à Paris, mais de base, je suis de Belfort. Donc, je rentre à Belfort, entre guillemets, rentrer. C'est chez moi maintenant, Paris. L'Evonis, je vais essayer d'y être. L'Evonis, c'est historique. On peut pas rater l'Evonis. Si je rate l'Evonis, moi, je me mordrai les doigts, hein. Je suis déjà très très content de faire la HFS Summer, mais voilà quoi, c'est l'Evo, quoi, c'est l'Evo en France, donc je peux juste pas rater ça. C'est juste que côté argent, c'est pas la folie. Ah, j'espère, Desert. J'espère. Franchement, ça serait vachement cool. Ça serait vachement cool, même s'il n'y a pas réellement mes jeux, peut-être Street 6 et Garou en main event. Même s'il y a pas Virtue et il n'y a pas les jeux qui m'intéressent le plus, parce que j'ai arrêté de m'intéresser à Tekken, je vais quand même y aller histoire de participer à l'ambiance et de participer à l'Evo, quoi. C'est tout. C'est l'occasion en or de participer à un Evo, quoi. Sans devoir se déplacer jusqu'à Vegas ou jusqu'à Tokyo. Donc c'est vraiment inloupable pour moi. Donc voilà.
Les expériences de la FGC, c'est hyper important parce que ça se focalise sur les qualités de la FGC et pas sur les défauts. Et c'est toujours bien de parler, de parler comme ça et, euh, et de discuter, même pour les trucs online, hein, comme ce qui est écrit ici. Hein. Même pour les trucs online, c'est vachement cool d'avoir des discussions super sympas avec des membres de la communauté parce que ce que je trouve super avec la FGC, c'est qu'on peut trouver n'importe qui dans le monde qui est passionné de jeux de combat et avec qui on peut discuter immédiatement avec. Peu importe la langue, peu importe la barrière de la langue, même si ça aide quand même de parler la même langue. Mais voilà quoi, j'ai rencontré des Mexicains sur Paris qui jouent à 2X et qui jouent à KOF. Et on a eu une discussion immédiate sur quoi jouer et comment on fait et qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on joue ensemble, etc. etc. C'est super cool. Et ça, c'est le genre de choses qui n'existent quasiment nulle part ailleurs. Ça j'admire ça. C'est ce que je préfère le plus dans la communauté. Alors, ça c'est très marrant. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le subreddit, mais il y a un manga qui existe qui s'appelle Ladies Don't Play Fighting Games. Et l'idée, c'est que on est dans une école un peu. On est dans une école très. C'est un manga de base. Hein. On est dans une école très fancy, très. Vraiment haut calibre, avec des étudiants très classe, des ladies, des, des étudiantes. Il n'y a que des filles. Et il y a une meuf, apparemment, qui est canon. C'est elle, qui est super ladylike, qui est princesse Sophie, limite. Princesse Sarah, pardon. Qu'est-ce que je raconte avec Miss Sophie, moi qui est super, qui est élégante, qui parle à peine, qui sent bon, enfin, toutes ces conneries, quoi. Mais c'est une donzeuse. Et en fait, elle se cache pour donzer. Et ce qu'elle fait, c'est que elle va dans les salles vides, les salles de classe vides, et elle prend son PC portable et elle joue. Sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est devenir comme elle, c'est devenir comme une lady. Mais elle a passé son temps à jouer à Street 2. Alors, c'est pas clairement dit que c'est Street 2 ou Street 3 ou Street 4, parce qu'ils sont en train de jouer à Street 4, mais c'est clairement Street 4. Ok, le jeu il l'appelle Pi 4, mais c'est clairement Street Fighter 4. Donc, en plus, ils ont les mêmes types de techniques, ils ont des shoryuken, ils ont des P-Link, etc. Donc, et ils apprennent plein de choses de ce que est le conditionnement et autres. Et elle veut devenir comme elle, sauf que elle veut devenir comme elle. Et c'est un peu un délire un peu à la Yuri, un peu Girls Love, genre de choses, sans être réellement dit, mais parce qu'il y a absolument rien de sexuel hein, dedans. Mais c'est ce genre de manga qui est très fun et en plus qui parle de la communauté parce que il participe à l'EX Japan qui est l'Evo Japan et tout l'histoire du manga est très fun. Et ils vont en faire un animé. Ils vont en faire un animé et la voix les deux voix, ouais voilà, les deux voix de principales donc des deux personnages vont être doublées par celle qui double Arcade et celle qui double Isui, à savoir donc Arcade et Isui de Melty Blood ou de Tsukihime si vous préférez, parce que avant que ce soit Melty Blood, c'est d'abord Tsukihime. Et c'est vachement sympa. Et le fait qu'il y a eu autant d'engouement sur le manga pour pouvoir avoir au final un animé qui va avoir donc une histoire plus longue et des scènes. J'attends avec impatience certaines scènes de l'animé comme certaines scènes du manga qui sont traduites en animé comme elle qui gueule devant son écran portable. Ah là là,
je t'ai battu, lèche mes pieds et des conneries dans le genre, quoi. Donc j'attends avec impatience cet animé qui sera très très drôle. L'animé est très très drôle, enfin le manga est très très drôle, donc j'imagine que l'animé sera pareil. Et ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est une des. You play fighting game, right? Et elle s'est mordu la langue et il y a du sang qui sort de sa bouche et ça en devient complètement stupide. Non, le manga est très cool et c'est très très cool de le voir en. Voilà, c'est la scène dont je parlais. C'est la scène dont je parlais, ouais. Elle gagne contre un match en ligne en 2-0 et elle pop off comme une folle alors que de base c'est censé être la lady qui est très calme, qui est très populaire dans l'école et compagnie. Donc c'est très fun. C'est très fun et beaucoup de gens l'attendent dans la communauté. Beaucoup de gens en tout cas l'attendent dans le subreddit. Et c'est fun de voir ça. C'est fun de voir ça et puis on verra bien ce que ça donne. Pourquoi est-ce qu'on est passé à 4 personnages par passe? Alors qu'avant on était à 6, on était à 5. Pourquoi 4? Peut-être que pour moi, peut-être que ça permet aux développeurs de développer un personnage par trimestre. Mais c'est une bonne question parce que après, il y a des pour et des contre. Il y avait 6 personnages dans la saison 3 ou la saison 2, je sais plus. Je crois que c'est la saison 2. Saison 2 de Tekken 7 avec Anna, Lei et autres. Parce que c'était des personnages enfin Julia, Armor King, c'était Marduk. C'était des personnages avec, enfin, sauf pour Negan, qui venaient déjà des anciens Tekken. Donc il fallait pas retravailler à fond, à 300% un personnage. Sur le Tekken 8, c'est pas exactement la même chose. Les personnages sont retravaillés, comme on l'a vu sur le trailer de Anna Williams, avec son nouveau gun et son nouveau bazooka et ses nouveaux moves et sa voix qui a changé, etc., etc. Donc, c'est pas exactement le même type de refonte ou le même type de travail. Parce que c'est pas juste on le rééquilibre pour le jeu et on lui ajoute un skin. C'est devenu autre chose maintenant. Le travail est devenu un petit peu plus rigoureux. Mais c'est vrai que quand avant on pouvait avoir plus que 4 personnages, les saisons Street 6, 4 personnages, 4 personnages, les saisons de Tekken, 4 personnages, 4 personnages, les saisons de Guilty Gear, Strive, 4 personnages, 4 personnages, 4 personnages. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus. Mais voilà, j'ai pas vu ce commentaire, mais c'est basiquement ce que je disais, c'est un personnage par saison. Donc il y en a un qui dit que le genre est niche, donc vu que le genre est niche, il n'y a pas beaucoup de thunes qui est à dépenser là-dessus. Et le contre-exemple, c'est Tekken 8 et Street Fighter 6. Parce que le budget, je veux bien que le budget de Tekken 7 et Street Fighter 5 n'était pas folichon comparé à ce que pouvaient mettre Capcom et Namco dans un jeu typé Monster Hunter d'un côté et Dark Souls de l'autre. Mais ça n'empêche que Street Fighter 6 est arrivé avec beaucoup de pognon. En tout cas, avec beaucoup de pognon dans le budget. Et c'est pareil pour Tekken 8. Tekken 8 est arrivé avec beaucoup d'attentes et beaucoup de pognon aussi. Donc, vous voyez, ça dépend. Mais c'est un débat intéressant. Il y en a qui fait un long pavé pour dire... il y en a 6 parce que Lucifus était considéré comme un personnage DLC à moitié. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est le débat. C'est pourquoi 4 et pourquoi pas 6, pourquoi pas 5. Mais ouais, c'est plus ou moins répondu par les premiers commentaires, je pense. Et donc, on a vite fait le tour, mais ça reste quand même intéressant comme débat. Ça, c'est une nouvelle triste. En fait, elle est triste, mais en même temps, elle était prévisible. Donc, idée variable, ceux qui bossaient sur Skullgirls, alors ceux qui bossent sur Skullgirls mobile et Skullgirls, le jeu de base, commençaient à bosser sur le jeu de base après
tout le bordel qui s'est passé avec Lab Zero. Maintenant, ils sont obligés d'arrêter le développement sur Skullgirls. Parce qu'il y a un procès qui est fait entre Hidden Variable et Autumn Games. Et Autumn Games, apparemment, doit un paquet de pognon. Un gros paquet de pognon à Hidden Variable qui refuse de donner. Et à cause de ça, ça empêche Skullgirls d'avoir une saison supplémentaire. Parce que de base, ils voulaient faire une saison supplémentaire. C'est triste. C'est triste parce que la série n'a eu que des problèmes depuis l'existence même de la série. Avec Revenge Labs et Konami, et le problème avec Def Jam Rapstar qui était un raté et qui a au final fait virer des membres de la team Konami venant d'autres teams, dont Revenge Labs. Et le rachat de l'IP par Autumn Game. Et les problèmes avec Mike Z, et les problèmes avec Lab Zero, et les problèmes avec Kuniko et Francesca, etc. C'est problème après problème après problème. Quasiment chaque année, il y avait un problème général. Il y avait un problème de censure, il y avait un problème de non-censure, il y avait des tas de choses qui ont un petit peu bafoué l'histoire de Skullgirls, l'histoire en tant que histoire de développement de jeu. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça empêche la communauté de réellement s'ouvrir et se mouvoir à fond sur ce jeu, quoi. Et tristement, avec ça, Skullgirls risque de juste s'arrêter de développer, quoi. Si Autumn Game ne paye pas ce qui est dû à Hidden Variable. Mais tristement, je ne sais pas si je le résume ici ou si je le résume sur Twitter, mais il y avait un clip qui a malheureusement été retiré de Maxi en 2019, donc en 2019, hein. Et on lui demande pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas sur Skullgirls 2. Et lui il dit Autumn Games doit plein de pognon et on refuse de travailler avec eux s'ils ne nous rendent pas le pognon. Donc on est en 2019 et on est 6 ans avant ce problème, et on sait déjà que Autumn Games ne paye pas son pognon. Donc ça, c'est un souci. C'est un gros souci. Et c'est ce qui est problématique, c'est parce qu'on connaît le souci, mais on a quand même élevé et Hidden Variable et Autumn Game en tant que héros après le gros débâcle qui s'est passé. Je vais pas vous le résumer, mais le gros débâcle qui s'est passé avec Mike Z. S'il y a quelqu'un dans le chat qui veut que je résume l'histoire parce qu'il ne la connaît pas de ce qui s'est passé avec Skullgirls, je peux le dire très rapidement, mais là je vais passer à la suite. Sur les autres posts de cette semaine, s'il n'y a personne pour dire ça. Et aussi, cette vidéo sera sur YouTube. Évidemment, si vous avez des questions sur ce que je dis et que vous ne comprenez pas ce que je dis ou que vous manquez un petit peu de contexte, s'il vous plaît, mettez une question en commentaire et je vous y répondrai en texte immédiatement. Ensuite, ça c'est le même post qu'on a eu juste avant. Ouais, c'est les moments les plus hype qu'on a vu en personne, et c'est basiquement le même type de post que j'avais dit quand je parlais des moments les plus cool qu'on a vécu à la FGC. Mortal Kombat Armageddon et Déception sont maintenant online sur PS2 et Xbox. Ça, c'est gros. Il y a eu un serveur offline, pas un serveur offline, un nouveau serveur qui a réouvert les portes pour jouer online sur Xbox et sur PS2 à Mortal Kombat Deception, qui s'appelle Mortal Kombat Mystification en Europe, et Mortal Kombat Armageddon. Donc le 6e et le 7e épisode de la série. C'est vachement cool. Et même si ce sont pas des jeux, alors c'est des jeux très pétés, hein. C'est des jeux 3D déjà, et ils sont hyper pétés. C'est fun à jouer, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi est-ce que les jeux sont un peu en retrait. Mais c'est surtout une scène et une communauté à l'époque qui
avait énormément de clans et qui la scène des clans telle qu'on la connaît maintenant, elle n'existe pas. La scène des clans telle qu'on la voit maintenant, elle n'existe plus dans la FGC, alors qu'elle existait spécifiquement pour Mortal Kombat Deception et Armageddon. Donc, et puis je voulais en parler parce qu'Armageddon c'est un jeu de mon enfance et j'ai usé énormément de temps sur Armageddon parce que le jeu était fun c'est cool. Donc voilà, petite news sur ça, et puis en espérant que les gens avec qui ça plaît puissent rejouer au jeu sur Xbox ou sur PlayStation s'ils le veulent. C'est quoi les chances les plus réalistes pour un nouveau MVC? Moi je dis 0. Moi je dis 0 parce que Disney a beau avoir fait un petit jackpot avec Marvel Rivals, ça n'empêche pas le goût amer que Marvel vs Capcom Infinite a été. Et surtout Marvel vs Capcom, c'est un partenariat avec une autre compagnie. C'est pas juste Marvel qui met ses IP en avant. Moi personnellement, je verrais bien plus un jeu de combat standalone Marvel qui se jouerait comme Marvel vs Capcom 3 ou Marvel vs Capcom Infinite. Mais avec aucun personnage de Capcom mais que des personnages de Marvel. Ça pour moi, s'il y a un jeu comme ça qui sort, je joue direct. À part si c'est un anime fighter ou pas un arena fighter ou si c'est un anime fighter, j'y joue direct. Si c'est un Warrior Basher, j'y joue direct. Mais si c'est un arena fighter, j'y jouerai pas. Mais voilà, c'est quelles sont les chances les plus réalistes d'avoir un MVC? Moi je dis non, je dis 0. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui y croient, beaucoup de gens qui pensent qu'avec le succès de Marvel Rivals, ça peut changer. Le fait que Disney a un petit peu changé de fusil d'épaule par rapport à comment est-ce qu'on traite leur IP comparé à MVCI, qui a donné Marvel a basiquement donné un budget en carton pour MVCI. Donc ça explique un petit peu pourquoi est-ce que le jeu ressemble à ce qu'il ressemble. MVCI ressemble pas à grand chose. Ça, on a fait plus ou moins le tour de cette discussion. Et après, Iron Saga Versus, donc qui est un nouveau jeu. C'est un peu comme Grand Blue qui de base était un gacha et qui est devenu un jeu de combat par la suite. Bah là c'est pareil. On a Iron Saga qui est un gacha depuis 2017, qui était d'abord un gacha chinois et qui est apparu après. Il y a eu des serveurs coréens, des serveurs japonais, des serveurs européens, des serveurs américains. Et là on a l'Iron Saga en jeu de combat traditionnel en 2D avec des assists et des personnages en chibi. Beaucoup de gens n'aiment pas le délire chibi, mais ils aiment beaucoup le délire mecha. Donc il y a des gens qui attendent vraiment ce jeu avec impatience. On verra ce que ça donne, mais avec un skill Gundam, ils peuvent énormément... donc ils peuvent changer aussi les arsenals pour pouvoir avoir des attaques différentes. Ça, c'est vachement fun. Les attaques spé sont différentes en fonction des arsenals. Ça, c'est très très bien. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que le jeu sera joué par la communauté? Il y a du rollback, c'est déjà une très bonne nouvelle. On verra ce qui se passe pour la suite. Et le jeu mérite quand même d'être regardé. Et puis on verra bien si le jeu est populaire ou pas. Voilà. J'ai fait le tour des actualités. Il n'y avait pas grand-chose. Mais ça méritait quand même d'en parler. Parce que l'idée, c'est d'avoir une discussion avec des débats et les choses cool, donc c'est ce qui se passe là-dessus. Bon, je vous laisse, et puis à la prochaine, et peut-être à la prochaine pour un prochain stream. Voilà, salut!